La manière dont j'ai travaillé pour construire la direction artistique de ce projet, c'est une manière qui pour moi est assez simple finalement. J'ai appliqué la méthode que j'appliquais pour le musée, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai en main. Ce que j'avais en main, c'était une distance de 135 km, donc bon, bien que je me sois occupée que de la partie française, donc la moitié, et ensuite j'avais des éléments fixes qui étaient le tracé de la route, les endroits qu'on allait croiser quand on ferait cette route en voiture, en vélo, en moto, à pied, bon, de quelque manière que ce soit. Mais c'était un déplacement, donc ça c'était assez important. Donc du coup j'ai repéré dans cet itinéraire quels étaient les points forts, les points saillants, les points qui seraient intéressants pour que les gens s'arrêtent et viennent y voir des œuvres. Donc évidemment, il ne fallait pas que les endroits se répètent, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas par exemple de choisir systématiquement des bâtiments ou de l'architecture religieuse ou de l'architecture militaire. Donc j'ai essayé de composer, exactement, de composer un itinéraire varié au point de vue des sites. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des sites naturels, bien entendu, c'est-à-dire des vallées, des endroits où il n'y avait pas de construction humaine. Il y a eu des endroits où il y avait des constructions humaines mais en ruine, des villages en ruine, parce que c'est aussi l'histoire et la charge historique du département. C'est des mouvements de population, c'est des noyaux villageois qui sont abandonnés au profit des villes selon un schéma de circulation des automobiles. Et puis ensuite, il y avait aussi des points forts remarquables, c'était l'architecture militaire, donc les forts Vauban. Ça me paraissait particulièrement intéressant parce qu'on travaillait sur un projet avec des Italiens et les forts montraient bien la position des frontières qui ont disparu, des frontières invisibles, mais des frontières du XVIIe siècle. Donc c'était aussi très intéressant puisqu'on est dans un pays frontalier où la frontière elle est plus visible maintenant puisqu'il n'y a plus rien qui sépare les deux pays, il n'y a plus de garde, de barrage, on n'est plus obligé de s'arrêter de présenter ses papiers, etc. Donc de montrer que tout ça c'était aussi une impermanence des choses, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, c'est un état à un moment donné. Donc c'est comme ça que j'ai choisi les sites, en essayant d'avoir une variété. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai essayé de choisir ensuite des artistes dont le travail, la réflexion, la carrière, etc. montraient qu'ils seraient capables de s'adapter aux conditions. Alors pourquoi j'ai employé le terme de carrière? C'est-à-dire que pour moi, travailler en extérieur, c'est une difficulté augmentée par rapport à un artiste plutôt que de travailler en intérieur dans un centre d'art ou dans un musée. Ça, c'est le cadre classique. Donc là, à partir du moment où on met des gens dans un cadre qui n'est plus un cadre classique, il faut quand même avoir des gens qui ont de l'expérience, c'est-à-dire qui ont travaillé en extérieur, c'est pas facile. Voilà, ça c'est évident. Travailler dans un lieu en ruine, c'est pas facile. Il faut prendre la mesure du lieu, il faut que l'œuvre elle existe et qu'elle soit pas écrasée par le site, par exemple. Un fort Vauban, c'est par essence même déjà quelque chose d'extrêmement remarquable, visuellement très très fort. Donc arriver à faire une œuvre qui se mette dans ce contexte-là sans disparaître, sans devenir invisible, mais sans être trop arrogant, c'est-à-dire sans trop modifier ce qui existe déjà et que les gens, les populations qui vivent tout autour aiment, ça c'était un challenge qu'on ne pouvait pas mettre entre les mains de gens qui n'avaient pas d'expérience. Voilà. Donc j'ai aussi choisi, c'est vrai, des artistes qui ont déjà, pour la plupart d'entre eux, un travail, une carrière, un CV qui me montrait qu'ils seraient capables de réagir et de bien réagir par rapport à ces situations difficiles. La deuxième contrainte, c'est qu'un programme européen, ça se fait en 2 ans. Donc il fallait des gens qui se décident très très vite, qui seraient disponibles, qui si possible connaîtraient déjà un peu le territoire, c'est-à-dire qu'ils ne débarqueraient pas comme ça. Donc du coup ça me permettait effectivement d'avoir confiance dans le fait qu'on allait pouvoir respecter les contraintes temporelles qui étaient données par le programme européen. Et la troisième chose bien entendu,
c'était que chaque œuvre ne soit conçue pour le lieu lui-même, donc c'est un mot anglais, c'est site-spécifique, mais c'est très important, ça veut dire que l'œuvre, elle était indissociable du lieu, c'est-à-dire on ne pouvait plus dire l'œuvre elle est là et le lieu c'est ça, c'est l'œuvre et le lieu, ça ne faisait qu'un seul et même projet, ça c'est très important, voilà, donc ça ce sont les grandes lignes qui m'ont permis de déterminer des artistes et de présenter chaque artiste à chaque lieu. Ensuite, j'ai voulu, bien entendu, avoir des artistes très différents. Des artistes français, mais pas des mêmes générations. 2 artistes américains, un artiste espagnol, catalan plutôt. Donc voilà, c'était aussi de montrer un peu des manières de travailler, de réfléchir à l'espace différents en fonction des générations, puisqu'il y a des artistes qui ont plus de 80 ans, des artistes 70 ans, des artistes 50 ans, des artistes de 40 ans pour les plus jeunes. Donc c'était aussi d'avoir une dimension, une typologie de travail, à la fois par leur culture et aussi par leur expérience différente. Ça a aussi joué. Et enfin, bien entendu, il fallait que ce soit des artistes qui soient eux-mêmes assez connus pour que la route de l'art contemporain elle-même, elle soit attractive. Hein. Ça, c'était hyper important. Donc, c'est comme ça aussi j'ai déterminé mes choix. Il faut quand même dire que nous avons aussi fait travailler des artistes plus jeunes dans le cadre des workshops. Et en même temps, c'était très intéressant parce que la manière dont ils ont répondu à la demande, c'est-à-dire les workshops, c'est des ateliers, c'est finalement, enfin, je considère qu'on n'a pas fait des projets pédagogiques avec les workshops, mais des véritables œuvres qui sont, par exemple, pour Abraham Poincheval, un véritable voyage de la France à l'Italie. Et ce sont des œuvres qui se sont appuyées pour se faire sur un effort collectif, hein, c'est-à-dire que ce sont des œuvres qui n'ont existé que parce qu'elles ont été réalisées avec les gens, avec des élèves, etc. Bon, c'est le cas d'Olivier Grostet, c'est le cas de Andrea Carretto et Rafaela Spagna, c'est Alessandro Quarenta, et bon, évidemment, Abraham Poincheval, et puis Hans-James Chaton, et puis Gilles Toutevoix, voilà. Tout ça, ce sont des artistes qui ont réalisé des œuvres qui ne vont pas être des œuvres pérennes dans la mesure où elles ne vont pas rester sur les sites, mais qui en même temps constituent des œuvres qui ont enrichi considérablement le Viapac.